j'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai déménagé. Voilà, ça me remotive un petit peu à faire des vidéos parce que c'est vrai que l'appartement que j'avais à Barcelone était vraiment très sombre. C'était un appartement très vieux. Et enfin voilà, ça donnait pas envie de tourner des vidéos. Je m'enfermais dans une petite chambre où c'était vraiment le seul mur uni qu'il y avait dans l'appartement. Et voilà, là de pouvoir tourner dans le salon, tout ça, ça change quand même la vie. Donc je suis toujours à Barcelone, mais j'ai juste changé d'appartement. Et je suis vraiment ravie de ce nouvel appartement. Alors j'ai un petit coup de soleil sur le visage. J'espère juste pas être trop rouge, mais bon, c'est pas très grave. Alors par rapport à mon dernier update lecture, il y a un petit peu plus de lecture parce que finalement j'ai un peu plus lu que les 3 premiers mois de l'année. Bon, c'est quand même passé... Enfin, je l'ai tourné à peu près en avril, je crois, donc 4-5 mois, donc bon, c'est pas non plus énorme ce que j'ai lu, mais c'est pas mal, je reprends un rythme assez régulier. Alors, ma première lecture, ça a été le 3e tome de Grisha, Rune and Rising. Alors, c'est un tome qui a des très bons avis de façon générale, et j'avais laissé une petite pause entre le tome 1 et 2, donc ceux-là, je les avais lus d'un coup à la fin de l'année, et j'avais laissé une petite pause avant de lire ce dernier tome. Alors j'avais acheté la saga en fait parce que Leigh Bardugo était venue à Barcelone pour une dédicace et une rencontre. Donc voilà, je m'étais acheté la saga parce que j'avais envie de les lire depuis longtemps et c'était une bonne occasion. Et en plus voilà, il y a la série qui va bientôt se faire, tout ça, donc forcément j'avais envie de découvrir cette saga de fantasy. Alors les couvertures françaises sont très différentes mais je les trouve très jolies. On suit une orpheline qui a des pouvoirs. Voilà, c'est un schéma un peu classique, mais j'avais vraiment adoré le premier et le 2e tome. J'avais laissé quand même passer 5-6 mois, donc j'avais pas les souvenirs super clairs. Ce qui fait qu'au début, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. Je trouvais les passages un peu lents. J'ai eu un peu de mal vraiment à me remettre dans l'histoire. Mais à peu près au bout d'un tiers, j'ai retrouvé le rythme de l'histoire, l'univers, les personnages que j'aimais tant. Enfin, c'est un tome final bourré d'action avec vraiment une fin très travaillée pour chaque personnage. J'ai pas trop envie d'en dire beaucoup parce que comme c'est quand même le dernier tome, je ne veux pas spoiler. Voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Mal et son histoire avec Alina. C'est en fait 2 orphelins qui ont grandi ensemble et leur histoire, c'est ce qui m'a vraiment le plus émue dans toute cette histoire. Après, j'ai aussi adoré le personnage de Nikolai. Il a un humour en fait super vif et il est juste génial dans l'histoire. Et bon, enfin voilà, toute l'action, tout l'univers de Ravka qui est en fait basé sur la Russie, donc ça change un petit peu de ce que j'ai pu lire en fantasy. Et j'ai trouvé ça super original, super bien fait. Et forcément, il y a plusieurs livres dérivés. J'ai juste une hâte, c'est de les lire. D'ailleurs, mon copain en a lu plusieurs et ça lui a beaucoup plu. Donc voilà, c'est vraiment le genre de lecture qui touche tous les publics et que je recommande vivement. Alors moi, je l'ai lu en VO et dans le tome 3, il y avait un petit préquel sur le Darkling, donc le méchant de l'histoire. Et ce préquel faisait environ 30 pages. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il se concentre vraiment que sur une seule scène dans son enfance. Et je suis restée un peu sur ma faim parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est dommage de se concentrer sur un seul événement. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même un plus que j'ai trouvé intéressant, mais sans plus. J'ai surtout beaucoup aimé le tome 3 et je lui ai donné la note de 18 sur 20. Ma deuxième lecture de cet update, ça a été Les Étoiles de Nocelle, le tome 1, donc en version illustrée. C'était Alexis de la chaîne Les Histoires d'Alexis qui me l'avait offert il y a quelques années. Et j'avais vraiment mis du temps à me décider à le lire parce que enfin voilà, il est énorme, il pèse beaucoup et je me voyais mal le lire dans le métro. Mais du coup en fait le confinement ça a été parfait, c'était le bon moment pour le commencer. En plus je l'ai lu, je sais plus si c'était en avril ou en mai, mais il faisait pas encore trop chaud et il faisait beau et du coup j'ai pu le lire pratiquement en entier sur mon balcon. Je l'ai lu en moins d'une semaine, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et enfin voilà, l'édition illustrée je dois dire qu'elle est tout simplement magnifique. Enfin je sais pas, il y a toutes les pages, il y a des petits détails, le papier un peu effet vieilli. Voilà, le genre d'illustration qu'on peut y retrouver. Ça suit l'histoire en fait d'une jeune fille de 18 ans, enfin je sais plus si elle a 17 ou 18 ans au début de l'histoire, qui va vivre en fait en Écosse avec sa grand-mère. Et en fait ce livre est très mêlé aux légendes, tout ce qui est un peu occulte.
et surtout au niveau des loups-garous. J'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont c'était revisité et amené dans le récit. C'était pas hyper original, on va pas se mentir, ça ressemble un petit peu à Twilight, mais moi ça m'a pas dérangé parce que je suis une grande fan de Twilight de toute façon. Et du coup j'ai eu l'impression de replonger un peu dans un livre chouchou, voilà, de replonger dans des souvenirs d'adolescence. En plus, voilà, comme j'ai vécu en Écosse aussi, il y avait plusieurs lieux que je connaissais qui étaient mentionnés. Ça m'a plongée dans une petite nostalgie et du coup, j'ai trouvé l'histoire super mignonne, pleine de douceur et super intéressante. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais en attendant, enfin voilà, quand on sait de quoi ça va parler, il n'y a pas beaucoup de surprises, donc on voyait vraiment tout venir. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, mais ça m'a pas pour autant gêné dans ma lecture, enfin c'était pas forcément ce que je recherchais. Et enfin voilà, de toute façon, j'ai eu un coup de cœur et je lui ai donné la note de 20 sur 20. Alors, j'avais les tomes suivants en poche que Myriam m'avait offert, mais en fait, j'ai voulu attendre la fin du confinement pour pouvoir m'acheter le tome 2 que j'arrivais pas à trouver en Espagne, forcément, le tome 2 illustré. Et du coup, j'ai attendu de rentrer en France cet été quelques jours pour pouvoir l'acheter à la Fnac. Et je suis en pleine lecture du tome 2. Et enfin voilà, j'aime toujours autant Anna, ce personnage, et son petit ami Elise. Enfin voilà, c'est une histoire toute mignonne. Je savais que ça allait me plaire, c'était juste une question de trouver le bon moment. Enfin voilà, dans tous les cas, j'ai eu un coup de cœur et je lui ai donné la note de 20 sur 20. J'ai ensuite lu le tome 3 de The Young Elites. Je sais plus si j'avais parlé sur la chaîne en fait des tomes 1 et 2, mais j'avais pas beaucoup accroché avec. Du coup, j'avais fait traîner le tome 3 parce que j'avais la flemme de le lire tout simplement. Et puis bon, je me suis dit, bon, il est court, enfin, je crois qu'il fait un peu moins de 300 pages si je me trompe pas. Il fallait quand même que je termine cette saga avant de tout oublier et de jamais la terminer. Donc, j'avais pas non plus détesté les tomes 1 et 2, j'avais juste un petit peu la flemme de lire ce tome 3. Mais ça a été une agréable surprise. Alors, c'est une saga aussi de fantasy où on suit un univers qui a été en fait touché par une maladie et les enfants ont gardé des marques physiques de cette maladie et certains en ont même gardé des super pouvoirs. C'est le cas de l'héroïne. En fait, cette héroïne, Adelina, ça va devenir la méchante de l'histoire, ce que j'ai trouvé très intéressant comme démarche. Donc dans le premier tome, on voit pas trop ça, mais les tomes deviennent ensuite de plus en plus sombres, et notamment ce tome 3 qui est vraiment le plus sombre de la saga. Alors même si ça faisait longtemps que j'avais pas lu les tomes 1 et 2, j'ai facilement réussi à retourner dans l'histoire, surtout en fait après le premier tir passé, là je pouvais plus le refermer. En fait, dans ce tome-là, ce contre quoi Adelina va devoir se battre, c'est elle-même, puisque en fait les pouvoirs de tout le monde se retournent contre eux. Donc Adelina avait le pouvoir de donner des hallucinations et de faire voir ce qu'elle voulait et ressentir ce qu'elle voulait à tout le monde. Et là en fait ça se retourne contre elle, donc elle n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et elle va faire des alliances en fait très surprenantes pour pouvoir survivre. C'est un tome que j'ai trouvé vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il prenne cette direction. Et enfin voilà, je m'attendais pas à terminer ma lecture en larmes, alors que j'avais pas beaucoup accroché avec les tomes 1 et 2. Et même les personnages secondaires, en fait, tout le monde a une fin, donc c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi. Et donc pour moi, ça a marqué le meilleur tome de la saga, et je lui ai donné la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu Dangereuse créature, c'est le spin-off de 16 lunes, donc j'avais absolument adoré 16 lunes. C'était une grosse saga en 4 tomes avec des tomes vraiment énormes. Et on suivait Lena, donc une enchanteresse, et qui vivait une histoire d'amour presque parfaite. Et là, en fait, il y a eu un spin-off en 2 tomes sur sa cousine. Donc sa cousine, c'est une enchanteresse des ténèbres, donc elle fait partie du côté obscur de la force, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant à suivre. C'est ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup tenté pour me lancer dans ce spin-off. Et j'ai trouvé ça très réussi, puisqu'en fait on suit Ridley, donc la cousine de Lena, avec son petit ami Link en route vers New York. Et c'est une histoire d'amour beaucoup plus chaotique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus impulsive aussi. On découvre un nouveau côté de la magie dans ce spin-off. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai surtout beaucoup aimé le nouveau personnage de Lennox, en fait, un enchanteur des ténèbres aussi. Donc c'est le premier à vraiment comprendre Ridley. On se demande un petit peu ce que ça va donner leur relation, si elle va préférer partir avec quelqu'un qui la comprend mieux ou rester avec Link.
Donc c'est un peu tout l'enjeu de ce spin-off. Et voilà, il se terminait sur une situation très compliquée, c'est pour ça que j'ai de suite enchaîné avec le tome 2, Dangereuse Trahison, si je ne me trompe pas en français, parce que je les ai lus en VO également. Et alors, j'avais donné la note de 16/20 au premier tome, que j'avais bien aimé. J'ai bien aimé ce deuxième tome aussi, mais en fait mon problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de fin. Je m'explique, ils se sont mis dans une situation compliquée, on s'attend tout le long du tome à les voir trouver une solution, et en fait cette solution n'arrive pas, donc en fait la fin de ce tome 2 donne davantage l'impression d'être vraiment un tome 2 de saga, et non pas d'être une fin en soi. Enfin franchement je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu qu'il restait peut-être 15 pages et qu'on n'était pas du tout près d'avoir une fin, je me suis retrouvée un peu bête. Du coup, je l'ai terminé. J'ai relu le dernier chapitre pour être sûre d'avoir bien compris. Et puis en voyant sur internet, je vois que je suis pas la seule à me retrouver un peu dans ce cas-là, à trouver qu'il n'y a pas vraiment de fin aboutie. Donc je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y avait une saga complète avec une fin vraiment fermée. Ils ont ouvert un spin-off et en fait ils n'ont pas donné de fin à ce spin-off, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve que ça colle pas. Voilà, je trouve ça dommage, donc je lui ai donné la note de 14/20 et je suis un petit peu déçue. Je sais pas si je l'aurais lu en sachant que ça se terminait comme ça, parce que j'ai beaucoup aimé la saga, j'avais envie d'en savoir plus, et là je suis restée vraiment sur ma fin. Donc je sais qu'il y a des nouvelles, je crois que les nouvelles par contre sont seulement en e-book et seulement en anglais si je me trompe pas. Donc voilà, je vais les lire quand j'aurai un peu de temps pour voir si j'en sais un petit peu plus, si j'arrive à avoir plus d'informations sur les personnages et à trouver vraiment une fin. Mais là, j'ai trouvé ça un peu brouillon comme fin, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est tout simplement dommage. J'ai ensuite lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je crois que c'est comme ça le titre en français, parce que voilà, encore une fois, je l'ai lu en VO, donc voilà, c'est le nouveau Hunger Games, on va dire ça comme ça, un préquel, le tome précédent, en fait, la trilogie qui est sortie cette année. C'était vraiment la sortie que j'attendais cette année, j'avais hyper méga hâte de le lire. Alors même si j'achète pas beaucoup de livres parce que j'essaie de vider ma palle et de terminer des sagas, voilà, c'était une exception pour moi et je l'ai acheté le jour de sa sortie parce que les Hunger Games, ça fait partie de mon top 5 de tous les temps. C'est une saga que j'adore, je peux regarder les films en boucle, lire les livres et les relire. J'avais juste trop envie de le lire. Par contre, voilà, j'ai mis un temps fou à le lire, j'ai mis presque 2 mois, donc en fait, la moitié du temps qui s'est écoulé depuis le dernier update lecture, ça a été passé sur ce livre-là. C'est pas forcément parce que je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas trouvé très prenant et c'est une belle brique. Alors on suit le président Snow dans sa jeunesse, donc c'est un adolescent de 17-18 ans qui va au lycée, donc au Capitole. Et ça se passe très longtemps donc avant les Hunger Games qu'on connaît. C'est la fin de la guerre encore, le pays ne s'en est toujours pas remis et le Capitole est très pauvre parce que voilà, il a été détruit par la guerre qui a été lancée par les districts. Et donc voilà, on suit une enfance très compliquée de ce président en fait, qui est devenu le méchant de l'histoire et qu'on déteste dans la saga. Mais là, on lui trouve un côté beaucoup plus humain. Et j'ai adoré découvrir son enfance. Voilà, c'est un garçon ambitieux, bon élève, très charmeur, qui tient beaucoup à sa grand-mère, à sa cousine. Il essaie surtout de sauver l'honneur de sa famille, qui a un peu tout perdu avec la guerre. Donc on comprend d'où vient cette haine qu'il éprouve pour les districts, puisque c'est les districts qui se sont rebellés et qui ont déclenché la guerre. En fait, dans ce tome-ci, on suit donc le président Snow alors qu'il n'était que lycéen pour l'édition des 10 ans des Hunger Games, et il va se retrouver en fait mêlé à un projet scolaire pour cette édition des 10 ans, puisque c'est très loin des jeux qu'on connaît maintenant dans la saga, c'est vraiment le tout début, c'est pas un grand show. Et voilà, ils aimeraient que les citoyens regardent ça, personne ne regarde, c'est pas encore, ça fait pas encore partie de leur culture. Et son projet scolaire, en fait, ça va être d'être le mentor de la jeune fille du district 12. Donc oui, voilà, le fameux district 12 de Katniss. Il y a d'ailleurs beaucoup de références, en fait, à la saga principale. Et c'est des références qui lui donnent un côté beaucoup plus humain, qui permettent de beaucoup mieux cerner le personnage et de voir qu'il a vraiment, en fait, des liens très forts avec ce fameux district 12.
Et c'est dans ce tome-là en fait qu'on le voit développer toute sa personnalité, voilà, son amour pour les roses, le poison, les trahisons, les peines de cœur, voilà, c'est un adolescent. Et j'ai trouvé ce tome très intéressant sur ce plan-là et aussi sur le fait qu'on en sache beaucoup plus sur Panem. Mais je ne l'ai pas trouvé très très prenant. J'ai beaucoup aimé en fait la première partie et les jeux, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Mais après, toute la partie centrale et la deuxième partie, j'ai trouvé ça très long. C'est là où j'ai le plus galéré, on va dire, avec ma lecture. Donc après, par contre, la fin, je l'ai trouvée très bien. Mais voilà, j'ai peut-être été un peu déçue parce que j'en attendais trop. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais c'était pas non plus incroyable. Enfin voilà, je me suis laissée porter par l'histoire, mais je suis pas non plus rentrée vraiment beaucoup dedans. Tout ce que je peux dire, voilà, c'était que c'était très intéressant et je lui ai donné la note de 15 sur 20. Et ensuite, la dernière lecture dont j'aimerais vous parler, c'est Les Collisions. Alors ça a été un énorme coup de cœur. Ce roman m'avait été recommandé par beaucoup de monde, notamment par Nathan. Voilà, quand j'avais été à Montreuil, il avait gagné le prix roman ado de La Voix des blogs. Et il y avait eu une lecture à voix haute d'un passage, ça m'avait déjà beaucoup interpellée. Et voilà, il y a tellement de blogueurs qui m'ont dit que c'était incroyable que voilà, j'ai craqué, je me le suis fait dédicacer sur place. Je l'ai lu là, il y a tout récemment, pendant quelques jours de congé à la plage. Je l'ai lu en 3 jours, donc c'est pour dire c'est le genre de roman qu'on n'arrive pas à reposer. On suit en fait 2 adolescents, Laetitia et Gabriel, au lycée en terminale L. En fait, ils étudient les liaisons dangereuses cette année et c'est 2 adolescents très sombres avec des passés difficiles. Et ils se donnent en fait comme projet pour chasser l'ennui de jouer avec les élèves et les profs et de créer leur propre version des liaisons dangereuses. Donc ça va mal tourner, bien sûr, comme on peut s'y attendre. C'est un roman très noir sur l'adolescence, ça va parler d'anorexie, de drogue, de problèmes psychologiques, de beaucoup de souffrance en fait. C'est un roman où on arrive facilement à se mettre dans la peau des adolescents, on replonge plusieurs années en arrière. Et enfin voilà, je l'ai trouvé incroyable, c'est le genre de roman qu'on n'arrive pas à reposer, qu'on pourrait même presque lire d'une traite. Voilà, c'est le genre de truc qui met les nerfs à vif. Le genre de roman qui fait vraiment mal, mais qui est très impactant. Je pense que c'est un des romans qui aura le plus marqué mon année. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette expérience lecture, c'est qu'il y a une playlist et cette fois j'ai vraiment alterné les chapitres avec les chansons. J'ai pris le temps de les écouter voilà, au bord de l'eau. C'était vraiment une super expérience. Après bon, j'ai pas réussi à écouter les chansons sur les derniers chapitres parce que je les ai enchaînés, j'arrivais plus à poser mon livre. Je voulais absolument connaître la fin. Voilà, c'est un livre que je ne peux que recommander, c'est super bien écrit. Par contre voilà, faut pas s'attendre à une lecture légère parce que ce n'est pas le cas. C'est vraiment un livre assez sombre. J'ai tout simplement adoré et je lui ai donné la note de 20 sur 20. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième update lecture de l'année. J'espère que ça vous aura plu et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain update lecture. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires et je vous fais plein de bisous. À très vite.